Je suis arrivé en France en 2011 et pour commencer une licence en histoire de l'art. Et je voulais étudier l'art africain. Et c'est pour ça que je suis parti en France, parce qu'en Italie, il n'y avait pas de cours où on pouvait étudier l'histoire de l'art africain. Mais vite, je me suis rendu compte que en fait, étudier l'histoire de l'art africain, ça ne veut rien dire. Dans le sens où l'art africain, c'est un monde trop vaste pour être étudié d'une manière aussi large. Et j'ai compris qu'il fallait du coup beaucoup se spécialiser, et aussi que l'approche à l'étude de l'art africain traditionnel, comme on pourrait l'appeler, demandait des connaissances qui étaient différentes de ceux de l'histoire de l'art à laquelle moi j'étais habitué ou que j'avais imaginé. Et donc, j'ai lentement viré vers, toujours en gardant ces mêmes questions sur la colonisation, le postcolonialisme et la vision que l'Europe, l'Occident et les musées européens avaient portée sur l'art africain dans l'histoire. Je me suis lentement déplacé sur une étude de la muséographie et de l'histoire de l'art africain contemporain. Donc de comment l'Occident et les marchés de l'art en général avaient traité et porté l'émergence de l'art africain contemporain à partir de la fin des années 90. Donc ça, c'était mon focus pendant notamment mon master, où je suis parti au Sénégal pour faire de la recherche. J'allais travailler sur la ville de Dakar et sur l'influence de la ville sur l'art contemporain qui était fait là-bas, notamment en travaillant sur des artistes comme Cheikh Ndiaye, Ndarilo, Soli Cissé, ces grands noms de l'art sénégalais contemporain, et avec aussi un regard plutôt historique sur les artistes qui les avaient précédés, notamment Issa Samb et tout le mouvement de Agitar. Et donc aussi en étudiant l'impact de la politique culturelle songorienne sur l'art contemporain qu'aujourd'hui on voit aussi au Sénégal. Et ensuite, j'ai fait un master en sciences et techniques de l'exposition, parce qu'en fait, j'ai toujours su que je n'étais pas fait pour faire de la recherche. Bien que j'aime beaucoup faire de la recherche, m'informer, lire, l'idée d'être un chercheur ne m'avait jamais spécialement attiré. Et en plus, faire des expositions, c'était quelque chose qui me plaisait et qui m'intéressait du point de vue créatif et de l'esprit, disons. Et donc, quand j'ai commencé mes études, je savais déjà que j'allais pas faire de doctorat ou pas aller de la recherche dure. Je savais que je voulais être commissaire d'expo, curatore. C'est pour ça qu'après, j'ai fait un master en sciences et techniques de l'exposition. Mais je dois dire que j'ai toujours eu des idées, des envies qu'on pourrait appeler artistiques. Et je pense que enfin étudier le curating, non, m'a fait aussi comprendre que si tu as des idées, parfois, il faut les exprimer par soi-même. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'accepte ça et que je commence à faire mon propre travail aussi. Donc, j'ai toujours gardé une pratique curatoriale, mais en collectif, parce que travailler comme curateur signifie aussi souvent travailler dans les institutions, ce qui est quelque chose qui m'a jamais vraiment plu. L'idée de travailler dans un bureau, l'idée de travailler dans une hiérarchie très fixe, c'est pas quelque chose qui m'attire, personnellement, politiquement, de tous les moments possibles. Et donc j'ai fondé un collectif qui s'appelle Polynôme, avec certaines des personnes avec qui j'étais en master de sciences et techniques de l'exposition, avec qui on travaille depuis 2017. Et là, j'y trouve ce que je cherche dans le travail de commissaire d'expo. Et à côté, j'ai développé une pratique artistique. Je suis parti à Cergy, après avoir fait un stage en résidence à Bombay,
C'était parti de mon stage de fin d'études, au fait, pour mon master de curating. Et lentement, ça s'est transformé dans une résidence curatoriale, en fait, où mon rôle était au début de reconstruire l'archive du centre d'art qui m'avait hébergé, qui s'appelait Clark House Initiative. Et je dis hébergé dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on dormait là-bas. Et je suis resté là-bas 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai organisé un projet qui s'appelait Take the City, qui était un projet en espace public avec 18 artistes de tous les niveaux. Il y avait des gens qui étaient des artistes affirmés, comme par exemple Amol Keipatil, qui aujourd'hui est à Documenta, et des artistes qui étaient encore des étudiants. Donc il n'y avait pas de vraie sélection. C'était plus des workshops continus qu'on avait organisés pendant 1 mois sur la ville, l'urbanisme, la politique et l'art. Et on se confrontait sur nos visions. C'était aussi intéressant parce que moi, je ne parlais pas marathi, je parlais que anglais. Donc, avec certains artistes, je ne pouvais pas vraiment communiquer. Donc, ça a été aussi une manière pour moi de pratiquer, d'avoir une pratique du commissariat d'expo très non centralisée, je ne sais pas comment dire, dans le sens où ce fait même m'a mis devant la réalité simple que je ne pouvais pas faire le curateur comme on l'attendrait pour une exposition. Donc moi, j'avais initié ce workshop, mais après, ça marchait tout seul. Moi, j'étais un participant autant que les autres. Peut-être moi, parfois, parce que justement, quand les discussions commençaient à monter, parce que c'était très beau à voir, c'était très passionné, en fait, le discours qu'on avait. Parfois, moi, j'en étais complètement exclu. J'avais juste un ami à côté qui me traduisait certaines des choses. Et après, on faisait un recap, etc. Et lentement, pendant 1 mois, chacun a développé des idées de ce qu'il voulait faire dans l'espace public. Il y avait vraiment des moments de critique, des discussions. Moi, je veux faire ça. Alors, pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Pourquoi ici? Au point que, du coup, tous les travaux ils sont affinés au fil des workshops ensemble. Et ensuite, pendant 1 semaine, on a organisé des sorties où chacun des artistes partait faire son intervention. Ça pouvait être une installation, une performance, ça pouvait être toutes les formes possibles, mais tout de manière déjà illégale et un peu pirate, quoi. D'un côté, parce que les lois pour comment dire, la gestion de l'espace public et les rassemblements de l'espace public en Inde, elles sont très différentes de celles en France. Et aussi parce qu'il y avait une idée très anarchiste, je veux dire, derrière ce projet. Donc, demander la permission, ça aurait enlevé toute la signification, en fait, que ce projet avait. Et là, comme moi, j'étais participant, on m'a demandé de participer aussi, et pas juste être là à faire, avoir justement une pratique que curatoriale. Donc, ce qui s'est passé pendant 1 semaine, c'est que les artistes faisaient leur intervention, leur performance dans la journée. Moi, la nuit, j'écrivais les textes. Et le lendemain, c'était pareil. Mais c'était beau parce que chacun s'entraidait pour construire ce qu'il voulait faire. On avait organisé un petit calendrier. C'est incroyablement intéressant. Et ça m'a comblé, en fait, du point de vue personnel. Mais je pense, avant tout, d'une manière très simple, c'est que ce qu'un artiste peut faire et ce qu'un commissaire d'expo peut faire ne sont pas la même chose. Donc parfois, nous avons des questionnements intérieurs, ou sur la société, ou sur le monde, qui demandent différentes formes de réponse, en fait. Donc parfois, il faut y répondre en tant qu'artiste, entre guillemets, et parfois, ça demande une réponse qui est plus collective. Et donc là, ça demanderait plutôt un rôle de commissaire d'expo. Ce qui, par contre, ne m'intéresse pas, c'est justement le rôle d'un commissaire d'expo qui serait, disons un peu à l'ancienne, l'organisateur, le centre névralgique d'une opération, disons. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt le mode de collaboratif.
Donc c'est pour ça que en tant que commissaire, je travaille qu'en en collectif, ou parfois quand je fais des expos avec des amis par exemple, comme c'est arrivé quand on a travaillé à Stockholm ou à Auckland dernièrement, nous-mêmes ensemble faisons le commissariat de nos expositions. Nous écrivons les textes, nous faisons la scénographie, etc. Donc c'est toujours une pratique collective. J'ai du mal à faire une différence entre ma vie et mon travail, entre ce que je suis, ce que je pense, ce que je sens et mon travail. Donc avant tout, je dirais, ma pratique artistique, c'est ma manière de vivre. Je sais que ça peut paraître peut-être naïf à dire comme ça, mais c'est la première réponse qui me viendrait, parce que c'est une manière d'avoir des relations avec des amis, avoir des relations avec le monde, le comprendre. J'ai des questions et j'essaie d'y répondre. Mais aussi, c'est aussi une manière de penser, d'être. Donc ça, ce serait ma première réponse, dans le sens où, oui, ça me paraît difficile aujourd'hui de faire une distinction entre moi et mon travail. Alors, je pense que c'est quelque chose que je peux retracer rétroactivement. Donc, mon premier intérêt, même de mes recherches en master par exemple, c'était la ville. Je suis parti à travailler sur la ville de Dakar, justement. Donc, les villes postcoloniales, ça a été mon premier centre d'intérêt de recherche, parce que la ville, ça représente quand même quelque chose de profondément humain, profondément politique et économique. C'est là que je voyais se cristalliser beaucoup de choses qui m'intéressaient par rapport justement à la politique, par rapport à la gestion de l'espace public, à l'idée de propriété privée et publique, à l'idée de qui a le droit de se déplacer où, pourquoi. Donc la ville a été mon premier centre d'intérêt, avant de manière historique et critique, et après justement l'idée de pouvoir travailler sur la ville de manière artistique, comme on pourrait dire. Donc j'ai commencé à travailler sur ça, et le projet à Bombay, ça a été un point culminant d'une recherche et le point de départ d'une pratique, disons. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des actions en espace public, comme par exemple ce que j'avais fait pour le projet de Bombay avec Clark House Initiative, c'était d'écrire avec de l'eau par terre la première phrase de l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre de Sun Tzu commence avec l'art de la guerre est de vitale importance pour l'État. Et moi, j'avais juste changé deux mots, guerre et État, avec proteste et peuple. Et je l'avais écrit par terre, en grand, avec de l'eau sur Marine Drive de Bombay, à 14 heures, où le béton est extrêmement chaud. Et donc, au fur et à mesure que je l'écrivais, ça s'est évaporé. Et ça, c'était une manière aussi de réfléchir à comment les slogans politiques fonctionnent et comment peut-être l'idée de faire de la politique par slogan, par phrase, d'un côté, ça ne marchait pas, parce qu'on le voit aujourd'hui, nous ne sommes pas plus proches d'une vie égalitaire ou d'une ville égalitaire que dans les années 60, quand Paul Lefebvre écrivait son livre. Pas Paul Lefebvre, Lefebvre écrivait son livre. Et, mais de l'autre côté, il y avait comme un espoir, une utopie. L'idée, non, que ce message puisse s'évaporer et se faire respirer par les gens, qui rentrent dans leur corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup senti au début de mon travail, et aujourd'hui encore, quelque chose qui est d'un côté un aveu d'échec, comme par exemple de certains types de politiques qui aujourd'hui sont effacés du monde, non, du monde pratique, et de l'autre côté une sorte d'espoir complètement utopique dans ce genre d'idées,
qui peut-être peut vivre et survivre par la pratique artistique. L'idée de la ville, de travailler sur la ville, c'était aussi de travailler du coup sur notre environnement vital, là où nous vivons en tant qu'êtres humains. Et j'habitais à Paris avant, j'habitais pendant longtemps à Paris, et j'ai toujours eu un rapport très difficile avec cette ville, au point d'en tomber presque malade. Mais du coup, c'était un lieu, un espace intéressant pour travailler, pour y faire face. Donc je faisais plein de choses dans le métro, dans la rue. Et venir à Marseille, c'était d'un côté une manière de m'approcher d'un environnement qui m'est plus familier. Parce que moi, je viens d'Italie, je viens d'une ville côtière. Et franchement, habiter 10 ans sans voir la mer, c'est dur. Sans pouvoir voir l'horizon, la mer, la fin du monde. Quand tu es habitué depuis tout petit et qu'au contraire, même pas juste habitué, mais c'était un instrument, un outil de maintien de cette santé mentale. S'en priver, ça a été très dur. Donc, ça, c'était la première chose qui m'a amené à Marseille. Ensuite, l'idée d'une ville comme Marseille est incroyablement intéressante pour travailler, parce que pour toutes les caractéristiques qu'on connaît. Mais ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, et qui du coup m'a porté à travailler avant tout sur les calanques, et qui donc a changé le focus de ma pratique, plutôt d'un monde urbain à un monde naturel. Et là, il faudrait quand même faire des guillemets à tout. Et c'est que ces calanques, ils sont dans la ville. Ils touchent la ville. C'est un parc périurbain qui donne des qualités très très particulières à cette ville et à ce parc. Et c'est pour ça que je dirais qu'en réalité, ce n'était pas tant la ville la question, c'était la manière que nous avons d'habiter le monde qui m'intéressait. Et c'est pour ça que si d'un côté, toute ma pratique liée à la ville se basait sur une pratique de la marche comme pratique artistique, pratique de recherche, comme a beaucoup été théorisé par Stalker, le collectif d'architectes marcheurs romains, ou Lucius Burckhardt, le designer suisse, avec son idée de proménadologie. J'ai pu appliquer ces manières-là de voir le monde et d'utiliser son propre corps dans un espace qu'on considère naturel, mais qui en réalité reste un espace extrêmement anthropisé et dans lequel se cristallise le rapport de l'être humain occidental à ce qu'on appelle la nature. Pour le projet que j'ai fait ici au Théâtre de la Blancarde, la question est née de ça, de cet impact avec la ville de Marseille et avec son rapport avec les calanques, évidemment de leur beauté, de leur intérêt, disons, paysagiste, mais tout de suite être face à ce que signifie pour une nature aussi riche et un écosystème par contre aussi unique et compliqué, d'être à côté d'une ville aussi peuplée. Donc dans les mois qui précédaient la résidence, j'ai été de plus en plus attiré par cet endroit. J'avais déjà commencé à y aller beaucoup, j'avais commencé déjà à travailler sur les plantes qui existaient, j'avais commencé à travailler sur les pierres, essayer de faire des choses plus performatives, disons, dans les calanques. Toujours dans une idée comme je voulais me décentrer dans la pratique curatoriale, donc de ne pas être au centre un ego agissant,
cette idée-là, ça commence à de plus en plus à rentrer en moi en tant qu'artiste, et donc de chercher à l'extérieur de moi des collaborateurs. Ça pouvait être les plantes, ça pouvait être l'eau, comme j'ai fait une série de grandes peintures de nuages. Le ciel de Marseille est particulièrement beau et particulièrement grand. Et donc, toujours développer des pratiques qui dépendaient en partie de moi et en partie de quelqu'un d'autre. Les plantes, l'eau, le vent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, s'est développé aussi au fil des lectures, au fil de la recherche. Quelques noms qui en plus qu'aujourd'hui sont très connus. Donna Haraway, Vincent Després, Eduardo Kohn, Eduardo Viveros de Castro. Donc toujours dans ce filon de philosophie, des sciences, mais aussi d'anthropologie qu'on appelle la branche ontologique de l'anthropologie, qui justement répondent aussi à des questions que j'ai profondément en moi, c'est-à-dire comment changer l'expérience qu'on fait du monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la culture détermine notre expérience du monde? Et qu'est-ce que ça veut dire que moi, en tant que personne blanche, queer, italienne, européenne, habitant en France, qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer ma perspective? Perspective, je le dis dans le sens justement du perspectivisme de Eduardo Viveros de Castro. L'idée de changer de point de vue. Comment on fait? Ma réponse serait par l'art, par la pratique artistique. Donc, à force d'être de plus en plus attiré par ce lieu, je me suis dit que c'était là que je devais travailler, c'était sur ça que je devais travailler, mais pas sur ça, c'était dans ça, avec ça, qu'il fallait que je développe un travail. Et donc, ce qui s'est passé ici aux Ateliers de la Blancarde, c'était le premier pas d'un projet qui est bien plus large, qui se voudrait bien plus large en tout cas, qui s'inspire, disons, d'un certain type de certains croisements, disons, entre la loi et la spiritualité traditionnelle, qui vise à mieux protéger les lieux naturels, les espaces naturels, et aussi, et qui en même temps réfléchit à une pratique non coloniale de cette protection. Non coloniale dans le sens où qui ne voit pas la nature comme séparée de l'être humain, qui ne voit pas la préservation de la nature comme... qui ne voit pas l'exclusion de l'être humain de la nature comme condition sine qua non pour que la nature soit protégée. Et là encore, je trouve que c'est peut-être par la pratique des artistes qu'on peut imaginer ce genre d'usage du monde qui permettrait ce changement d'une perspective capitaliste extractiviste envers le monde, donc d'un usage qui voit le monde comme matière neutre et qui sert seulement à faire avancer le progrès humain, grande illusion, mais qui au contraire nous voit comme partie intégrante du monde et que donc nous nous exclut pas. Et peut-être que la pratique artistique peut créer des gestes, des manières d'être, des usages de ce monde qui renversent le rapport objectifiant, extractiviste de la nature. Donc, par là, j'ai imaginé un projet qui
travailler en même temps sur une idée de sacralisation des calanques, donc de le voir comme un espace sacré, comme ça pourrait être pour certains fleuves, lacs en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Nord, qui sont sacrés pas seulement parce que c'est un lieu de religion, c'est un lieu de spiritualité, mais aussi parce que c'est des lieux dont certaines populations dépendent. Et j'ai tout de suite vu à quel point les gens qui étaient dans les calanques y voyaient une valeur, une ressource, effectivement. Ok, ce n'est pas une ressource comme les grands fleuves d'Amérique du Nord et leur saumon, par exemple. Ce n'est pas les grandes plaines et leurs bisons. Mais c'est quand même une ressource qui est cruciale probablement pour habiter au XXIe siècle en Occident. C'est une ressource spirituelle, c'est une manière de se recentrer, de se... En français on dirait ressourcer, je crois. Dans le sens où la vie citadine, la vie urbaine est extrêmement violente, schizophrénique, et qui me face à beaucoup de contradictions de notre manière de vivre. Je pense que quelque chose comme le parc des Calanques, qui est donc un lieu naturel aussi proche de nous, à laquelle on a accès de manière aussi simple et aussi avec lequel on peut avoir un rapport aussi quotidien, devient une ressource inestimable en fait. Et donc de ce point de vue-là, je voulais imaginer donc ces calanques comme un lieu sacré pour nous, pour les gens qui habitent à Marseille et pas que. Et donc d'imaginer peut-être un mythe fondateur, en tout cas quelque chose qui justifie aussi cette sacralisation d'un point de vue de l'imaginaire, évidemment, mais aussi d'un point de vue plus pratique, dans le sens où, en tout cas ça c'était mon envie, d'imaginer comme un mythe d'accumulateur dans lequel on pouvait accumuler beaucoup de choses et aussi de savoirs différents et aussi de le transmettre. Je ne cache pas que quand je pense à un travail, quand je pense à... J'ai pas envie de dire projet, c'est pour ça que... Dans le sens où il y a quelque chose de... un peu néolibéral quand même, dans ce mot. Mais quand je pense à un travail, surtout de cette ampleur, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ou d'espérer un jour de pouvoir développer une sorte de pédagogie expérimentale, en fait. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que j'espère de mettre en place dans les années qui suivent, des manières de en fait, enseigner, évidemment, aux plus petits, parce que pour affinité personnelle, disons. J'ai beaucoup fait de babysitting, j'aime bien travailler avec les enfants, je trouve qu'il y a une puissance et aussi une manière de... Il y a une puissance et un plaisir à diriger et à discuter avec des enfants de ce genre de choses et de les voir travailler, au fait, sans tomber dans l'idéalisation de l'enfant comme artiste entre l'animal et l'humain, quelque chose comme ça. Pas du tout. En voyant l'enfant comme une personne individuelle, mais clairement une personne qui n'a pas eu le temps de recueillir ou plutôt pas encore recueillir tous nos préjugés, toutes nos manières d'être, qui sont ceux qui aujourd'hui nous amènent à la catastrophe. Donc c'est pour ça que je parle d'un mythe un peu inclusif, où tout le monde pourrait ajouter quelque chose, et aussi qui serait basé sur des connaissances scientifiques, aussi pour enseigner aux générations futures certaines choses du monde et certaines manières d'y être qui servent aussi à vivre dans ce monde. Donc des connaissances pratiques cachées dans le mythe,
ou plutôt qui sont parties du mythe et qu'en en parlant, en l'enseignant, les retransmettent. Et de l'autre côté, donc développer tout un nombre de pratiques, une série de pratiques, non extractivistes justement, anticapitalistes, d'usage du monde, et donc aussi, dans ce cas, d'usage des calanques. La première étape, donc, a été forcément de se demander quel est le point de départ de quelque chose d'aussi vaste, et sur qu'est-ce qu'on peut se focaliser en premier. Et la réponse est arrivée assez simplement et en même temps assez lentement au fil de mes marches en fait, dans les calanques, au point que j'y allais tous les jours, ou en tout cas ouais, pratiquement tous les jours, tout le mois d'octobre, quand je suis rentré. Ouais, septembre, octobre, j'étais tous les jours dans les calanques sans forcément avoir un but, mais plutôt en attendant de comprendre, tout simplement. Et donc l'idée, ça a été de travailler avant tout sur la pierre, sur la roche, sur ce qui constitue les calanques en tant qu'écosystème, paysage, espace, et aussi, je veux dire, esprit. Donc, dans l'idée du mythe, les choses se sont un peu faites d'une manière... en fait, tout s'est construit de manière un peu cyclique, ou au point où je ne sais pas qui est né avant qui. L'idée de... Quand on va dans les calanques, on ne peut pas s'empêcher de voir des formes, en fait, dans le paysage même, qui est très riche, très complexe, et qui peut aller de quelque chose de formes qui sont presque géométriques, presque carrées, à des choses qui ressemblent à des vagues rocheuses, en fait. Et quand on y est et on voit les noms qui ont été donnés au fur et à mesure à ces lieux, ça m'est arrivé à un moment, je me dis, mais on dirait qu'on parle d'un corps de quelque chose. Et en marchant un jour après la campagne de Pastré, au début du plateau de l'Homme Mort, il y a comme un endroit, des grottes karstiques, au fait, qui forment comme un visage. Et là, ça a été... ok, ça va être le point de départ, disons, de ce mythe qui se raconterait au fur et à mesure des marches, en fait. Et donc, en marchant, je m'amusais à imaginer, ah, ça c'est une tête, ça c'est, on dirait une dent, des griffes, des côtes. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, s'est construit une sorte de mythe de cette créature marine qui se serait échouée sur les côtes entre Marseille et La Ciotat, et que d'où le corps serait né les calanques et tout l'écosystème en fait. Et ce qui est intéressant dans ce sens, pour moi, c'était aussi de penser à comment cet écosystème dépendait de la forme de la forme de la roche en fait, de comment la prolifération de la forme de la roche allait lentement construire tous ces grands paysages, tous ces grands écosystèmes dans lesquels ensuite la flore et la faune s'installeraient, mais toujours en suivant cette forme. Ça, c'est quelque chose qu'Eduard Ocon explique très bien par rapport à la forêt amazonienne et aux fleuves d'Amazonie, en fait. À comment il y a des formes de base qui constituent un écosystème et que toute la vie qui naît, qui se forme, qui prolifère autour de ça, le fleuve ou les calanques par exemple, dépend de cette forme et la reproduit en continuation. Il y avait aussi l'idée de toujours respecter une sorte d'exactitude scientifique en imaginant ça. Donc par exemple, j'ai parlé d'une créature marine, pas par hasard. C'est parce que effectivement, les calanques est une pierre calcaire qui s'est formée dans le Quaternaire et qui est émergée de l'eau vers le Triassique avec
la force des plaques, non? C'est effectivement une pierre qui est constituée de corps de créatures marines, de squelettes, de crustacés, de mammifères, etc. Donc toujours, non, dans cette idée dans le mythe, inclure aussi une connaissance qu'aujourd'hui on dirait scientifique. Et donc peu à peu d'imaginer ce corps et ces parties de corps, et dans ces parties de ce corps aussi, y cacher des choses dans la tête, imaginer, penser au phénomène du karsisme, justement, comme je disais tout à l'heure, qui est très important pour les calanques, qui est très important pour les animaux qui habitent et qui créent des niches particulières. Penser à cette créature qui serait peut-être pas morte, mais mourante, donc avec encore un souffle qui ferait comme ça. Et ça, pour penser par exemple à l'importance du Mistral dans l'écosystème des calanques, dans la manière que le Mistral a de faire remonter des sels essentiels pour que la flore en fait, croissent, grandissent, vivent, résistent dans un lieu presque désertique, en fait, parce qu'ils sont eau. Il faut le dire, il n'y a presque pas d'eau dans les calanques, il n'y a pas de point d'eau. C'est pour ça que c'est aussi un lieu un peu extrême, parce que t'as pas d'eau, t'as pas d'eau. Tu pourras trouver de l'eau peut-être entre Marseille et La Ciotat 3 fois. À Lumini, à Cassis, et peut-être un puits caché quelque part. Mais pas plus, parce que justement toute l'eau, elle tombe dans ces grottes et va nourrir un système de fleuves souterrains qui descendent directement presque des Alpes, en fait, et qui font qu'il y a de l'eau très très froide qui en fait sort de sortes de conduits souterrains et qui crée aussi un écosystème marin très très riche, plus riche que celui d'autres endroits, d'autres côtes juste à côté. Et en même temps, toujours par cette manière continue de marcher dans les calanques et de porter une certaine attention aux choses, si d'un côté je voulais avoir une attention qui était sur ce qui était grand, spectaculaire, majestueux des calanques, donc d'avoir un rapport qui était complètement visuel et imaginatif, donc de voir des formes et d'y reconnaître des choses, par exemple. De l'autre côté, c'était aussi la question du petit. Donc pour la restitution de résidence, si je pensais qu'il fallait se focaliser sur comment exposer ces empreintes, j'ai compris ensuite qu'il fallait faire plus, ou en tout cas dire plus. Et c'est pour ça que je me suis focalisé sur la production d'une carte qui serait possible d'offrir aux gens qui viendraient à la restitution, et dans laquelle il serait, disons, dessiné les premiers ébauches, disons, d'une carte où on verrait pour la première fois cette créature que j'avais peu à peu rencontrée dans mes marches. Donc, avant tout, il fallait imaginer comment faire cette carte. Et j'avais déjà fait des recherches la cartographie m'a toujours intéressé. Et j'avais déjà fait des recherches sur par exemple, des cartes du Moyen-Âge en Europe, ou des cartes de commerce du 15e, 14e siècle du monde arabe, par exemple. Et donc, aussi de réfléchir à le fait qu'une carte n'est pas juste, et ça, c'est important aussi dans les études postcoloniaux, non? La carte, c'est pas juste une représentation du monde objective. La carte, c'est ce que nous, on pense du monde. Donc ce n'est pas un hasard que dans les Béatus du Moyen-Âge, les Béatus étant des commentaires de l'Apocalypse, avec beaucoup d'enluminures, par exemple, ça commence toujours par une carte où il y a Jérusalem au milieu, et où le reste du monde se construit. Ça signifie déjà quelque chose. Dans les cartes chinoises, par exemple, la Chine s'appelle l'Empire du Milieu, pas juste comme ça, parce que dans ces cartes, elle est toujours au centre.
c'est le centre du monde. Ou par exemple, dans les cartes arabes du XVe siècle, ce qui est important, ce n'est pas tant la position géographique, mais la position relative. Parce que c'est toujours des cartes de grands commerçants qui doivent faire de longs voyages. Et donc, toute la carte est dessinée de manière géométrique, pratiquement, mais où on peut comprendre où il faut aller pour aller d'un côté à l'autre. Donc, en pensant à ça, j'ai redessiné la carte des calanques d'une manière à mettre en soulignant en fait cette créaturité des calanques, ce corps, et aussi d'une manière à souligner plutôt en relation affective que j'ai eu avec ces lieux. Donc les lieux où j'ai plus marché, où je me suis trouvé mieux, ils sont plus grands. Des lieux où j'ai moins marché, où je me suis trouvé moins bien, qui sont plus petits. Et ensuite, j'ai écrit, marqué ces lieux, ces parties du corps que j'avais trouvées. Comme à faire une invitation, en fait, aux gens qui auraient cette carte, d'aller dans les calanques et eux-mêmes aller chercher ces lieux qui sont effectivement à l'endroit où ils sont vraiment sur la carte. Donc, on pourrait l'utiliser comme une vraie carte. Et ça a été fait en risographie pour des raisons esthétiques, mais aussi d'expérimentation, parce que je ne l'avais jamais fait, ou en tout cas jamais fait comme ça. Et j'étais très curieuse de pouvoir faire quelque chose, faire une œuvre avec laquelle les gens pouvaient partir avec. C'était ma première nécessité. Je veux que les gens qui viennent partent avec une œuvre que moi-même j'ai faite, qui a une valeur effective, qui n'est pas juste un texte imprimé sur une feuille, qui n'est pas juste un truc... Non, une œuvre, une vraie œuvre. Et donc je me suis beaucoup focalisé sur ça. Et la risographie me permettait, tout en étant une pratique de reproducibilité, de garder ce côté unique, en fait, parce que la risographie, elle est pleine d'erreurs, elle est pleine de fluctuations de la couleur, de déplacements. Et donc, effectivement, chacune des cartes est unique, mais faite d'une manière qui est plus similaire à une photocopieuse qu'à un dessin. Et j'aime aussi l'idée de faire un dessin, donc quelque chose qui est à la main, mais ensuite de le reproduire de manière automatique. Et ça, c'était d'un côté. Et cette carte était imprimée justement des deux côtés. Si d'un côté, on avait une map, de l'autre, il y avait comme une texture de roche que j'avais scannée par rapport à mes empreintes. Et dans le vide de cette texture, j'ai écrit des mots, plutôt des verbes, au fait. J'ai beaucoup pensé à comment les appeler, ces choses-là, ces verbes que j'avais écrits qui pouvaient être marcher, escalader, toucher, mais aussi des choses un peu plus abstraites, peut-être, comme adopter la perspective du criquet, habiter comme un phasme, épouser la forme d'un grand rocher. Et là, justement, c'était une écriture qui épousait la forme des empreintes, parce que la roche exprime sa propre pensée par sa forme. Et donc l'idée, c'était d'insérer ma pensée dans la sienne et de constamment me tenir à l'intérieur de la pensée de la roche. Et donc, si d'un côté il y avait la carte, de l'autre côté il y avait comme une sorte de liste d'attitudes, ou plutôt d'habitudes, qui se sont développées au fur et à mesure des marches, et à laquelle on pourrait en ajouter 1000 d'autres, hein, évidemment, mais qui serait comme un guide, en fait, aussi, pour en faire une autre expérience, peut-être, j'espère. Et donc, ça, c'était pour la carte. Et au milieu de la pièce, en grand, d'une manière qui occupait pratiquement toute la largeur de la pièce, il y avait des dessins des parcours que j'ai marché
pendant ce temps de recherche. Pas tous, parce que ça aurait été impossible, mais certains, par exemple, parmi ceux que j'ai plus aimés, ou en tout cas que j'ai trouvé le plus cool à faire, le plus intéressant, aussi physiquement. Il y a des lieux où il faut escalader, des lieux où on est presque sur des falaises, donc des parcours auxquels je suis particulièrement affectionné, que j'ai ensuite dessiné par terre en selle, en faisant attention à, justement, quand je marchais, à au moins faire quelques parcours en boucle, au moins 3, 4. Et les boucles sont souvent des parcours que tu fais quand tu marches autour des monts, comme par exemple le mont Puget, ou le Marseille Vert, le Beau Vert. Et c'est important de faire des boucles, parce que j'imaginais que quand je l'aurais dessiné par terre, je voulais construire comme un cercle magique, en fait. D'où le sel, pour des questions pratiques de propreté, évidemment, mais aussi parce qu'un cercle de sel, le sel signifie quelque chose, en plus le sel, les calanques, la mer, mais aussi de construire un cercle magique par le dessin de parcours que j'ai marché. Et là, il y a justement ce rapport magique au monde, en tout cas, cette pratique d'une pensée magique, dans le sens où, pour le dessiner par terre, il fallait aussi marcher en suivant ces parcours, mais en plus petit. Comme si je reproduisais en petit ce que j'avais fait en grand. Et donc en invitant les gens à marcher dans ces parcours, parmi ces parcours, et même en les mettant en danger, parce que n'importe qui pouvait les détruire avec un pas, comme ça a été fait évidemment. De les mettre, les visiteurs, les personnes qui étaient là plutôt, de les transporter d'un coup sur ces mêmes parcours qui ont été marchés et remarchés, et sur lesquels tout ce projet s'est développé, et sur lequel ce changement intérieur que je cherchais, il s'est produit. Et à la fin de la restitution, important, tout a été balayé, et tout a été mis dans un petit tas, et ensuite tout est parti. Comme quand on marche sur la plage et les vagues l'effacent lentement, tout finit.